Samedi, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous serons sur les pas du gouverneur de la région de Koulikoro, colonel Lamil Kapoli Sanogo, est allé s'enquérir de la situation des cultures inondées par l'écoulement des eaux boueuses dans la localité de Narila, cercle de Kangaba. Plus de 7 hectares de champs de riz, d'arbres fruitiers, de bananes ont été affectés. On en saura plus avec nos envoyés spéciaux. Renouveau de l'administration des collectivités, amélioration du recouvrement des taxes et des impôts et optimisation du travail des services de recettes des mairies, des qualificatifs attribués déjà au processus de digitalisation des moyens de paiement lancé par le président de la transition. Ces mots nous viennent des responsables communaux du district de Bamako qui saluent vivement l'initiative présidentielle, témoignage recueilli par Seydou Traoré qui a fait le tour des mairies. Abdul Karim Kabaye Sambou Diakité à Busan, en Corée du Sud. Nous parlerons dans ce journal du 12e Forum mondial des ministres de la Jeunesse et de l'Éducation qui s'ouvre ce dimanche. Notre ministre de la Jeunesse, Abdul Kassim Fomba, et sa délégation sont déjà sur place. Le maître estimé de la Kora a regagné sa dernière demeure aujourd'hui samedi 20 juillet. Notre regretté Toumani Diabaté a été accompagné par une foule nombreuse très affectée par cette brusque disparition. Ce soir, avec nos différents reporters, nous allons faire le tour de son riche parcours musical, ses collaborations et bien sûr la cérémonie des obsèques. Merci de votre présence. Bienvenue aux informations et toutes nos excuses pour ce léger retard. Pour commencer ce journal, je vous offre de l'eau à boire, l'eau du robinet, fournie par la Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA. Depuis sa création, la société n'a cessé de fournir régulièrement de l'eau potable et de qualité à la population malienne et ces défis continuent d'être relevé par la direction générale de la Somagep. Une assurance donnée à Youssouf Diakité par la direction générale. Pour nous, suivons ensemble. La Société malienne de gestion de l'eau potable est chargée de la fourniture d'eau potable et surtout de qualité à la population malienne et sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce qui est le cas depuis sa création en 2010. Ce travail de production et d'exploitation de l'eau potable est effectué en collaboration avec le Laboratoire national des eaux. Tous les derniers jeudis du mois, nous passons à ECAP Sahel pour faire des prélèvements. Que ça concerne l'eau potable et les eaux de la piscine aussi. Bon, nous faisons le suivi de la qualité physico-chimique et la bactériologie. Quant à la physico-chimie, il n'y a aucun problème. Bon, la bactériologie aussi, il me semble que du fait que le prélèvement est mensuel, certainement ECAP devrait partir un moment. Nous avons fait 2 mois sans aller sur le terrain. Donc quand nous y sommes allés maintenant pour reprendre peut-être l'eau qui stagne dans les conduits, parce que normalement, même au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours déjà, il y a l'eau qui dort dans les canalisations. Donc le traitement du chlore, ça veut dire que l'eau stagne. Donc si l'eau stagne, il n'y a pas d'écoulement. Donc peut-être au moment du prélèvement, sinon dans notre technique de prélèvement, on fait couler l'eau. Mais quelque chose qui est resté pendant 1 ou 2 mois, vraiment si on fait des mesures, normalement on trouvera que le taux de chlore est faible. Donc nous avons fait l'analyse bactériologique et nous avons trouvé qu'il y avait quelques colonies de coliformes totaux. Sinon, il n'y avait pas de problème de FICO, il n'y avait pas de problème de E. coli. Donc, quand on les a envoyés les résultats, ils sont revenus encore vers nous pour aller faire un deuxième prélèvement. Parce que le traitement se fait régulièrement, tous les jours, et même en cas de non-conformité, immédiatement, la Somagep est informée pour des prises de décision. Donc, nous sommes partis pour le deuxième prélèvement et nous avons trouvé que le traitement était efficace et l'eau était potable. Le taux de chlore était supérieur même à ce qui est recommandé par l'OMS et que les bactéries aussi, c'était 0,0. Il n'y avait pas de colonie de bactéries. On a un schéma classique. Par exemple pour les eaux de surface, et l'eau subit un traitement de préchloration, donc de coagulation, floculation, de décantation et de filtration. Ensuite, il s'ensuit donc un traitement de correction du pH
et la désinfection de l'eau avec l'eau de Javel. Et à la fin également, les échantillons d'eau traitée qui sont envoyés en ville donc, sont analysés. Nous avons à peu près plusieurs sites de sortie de station. Vous avez une zone qui s'appelle la zone normale, la zone basse, le réseau haut. Vous avez une zone qui distribue vers Korofina et ensuite une autre zone qui distribue vers Kati à 15 km. Et tous ces échantillons sont prélevés quotidiennement et analysés. 24 heures sur 24 parce qu'on a l'équipe de nuit, n'est-ce pas, qui analyse également en dehors même du laboratoire. Le directeur général de la Société malienne de gestion de l'eau potable rassure quant à la bonne qualité de l'eau produite par la Somagep SA. Pour vous rassurer encore plus davantage, la société Somagep aujourd'hui est une société certifiée ISO 9001 version 2015 qui prouve effectivement que tout le processus de production de l'eau, toute la distribution de l'eau obéit à une certaine règle de déontologie et une certaine règle de maîtrise aussi de tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, la population peut être vraiment rassurée que l'eau consommée aujourd'hui dans les robinets, l'eau produite aujourd'hui par la Somagep respecte réellement les normes et aujourd'hui ne présente aucun danger pour la consommation de la population malienne. Au dire du directeur général, tout le personnel de la Somagep reste dans la logique de relever le défi de l'accès de tous à l'eau potable. Et nous avons ce communiqué de la Société malienne de gestion de l'eau potable. La Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep SA, informe ses abonnés qu'en raison d'un incident survenu à la centrale électrique de Manantali, une coupure d'électricité a occasionné l'arrêt des stations de pompage de Kabala et de Djikoroni-Para. Par conséquent, la distribution de l'eau potable est perturbée à Bamako. La Somagep SA présente ses excuses pour les désagréments causés indépendamment de sa volonté. L'eau, source de vie. Cependant, l'eau peut également provoquer de grands dégâts, surtout en cette période d'hivernage. Eh bien, c'est le cas à Narerna, dans le cercle de Kangaba, où plus de 7 hectares de champs de riz, d'arbres fruitiers et de bananes ont été affectés par les eaux boueuses. En cause, 2 sociétés minières de la localité. Et cela ne passera pas inaperçu. Dans le Malikoura d'aujourd'hui, le gouverneur de la région de Koulikoro a fait le déplacement. Le colonel Lamine Kapori Sanogo est allé s'enquérir de la situation. Après évaluation des dégâts, plus de 77 millions de francs CFA ont été payés aux victimes. Et ce n'est pas tout. Le gouverneur a instruit aux sociétés minières de restaurer les digues qui ont cédé sous le fait de la pluie diluvienne du 17 juin 2024. Ce qui a été aussi fait, nous précisent nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Amadou Tchoukari de l'ERTM Koulikoro. Le 17 juin 2024, une forte pluie s'est abattue sur la commune rurale de Narena et environ dans le cercle de Kangaba. Cette pluie diluvienne a endommagé les digues qui retiennent les eaux boueuses de 2 sociétés minières de la localité. Ces eaux ont débordé les cours d'eau pour envahir des champs, des rizières et des plantations d'arbres fruitiers. Informé, le gouverneur de la région de Koulikoro a effectué le déplacement pour constater de visu les dégâts causés par cette situation en début de cette saison de pluie. Le constat fut amer. C'est des paysans qui avaient leurs champs le long de la rivière et qui ont été tout de suite inondés. Une fois que nous avons reçu le rapport de constat, il nous a été recommandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les paysans-là aient intégralement leurs droits, qu'ils soient dédommagés et automatiquement. Aujourd'hui, je suis venu faire le constat. Non seulement la digue a été réparée, mais aussi les victimes ont toutes été dédommagées. Ils sont satisfaits aujourd'hui. Et pour vous dire que le Malikoura est une réalité. Nous sommes engagés à ça, nous sommes déployés pour que le Malikoura soit une réalité. Sur place, le chef de l'exécutif régional a instruit les services techniques d'évaluer l'ampleur des dégâts causés sur les cultures. Plus de 7 hectares appartenant à une dizaine de personnes ont été inondés et affectés par les eaux boueuses. 11 victimes ont été dédommagées par les sociétés minières à plus de 77 millions de francs CFA. Je travaille dans mon verger il y a 29 ans. Il n'a jamais été inondé, sauf cette année. J'ai trouvé que l'eau boueuse a tout envahi. Aussitôt, je suis venu informer le sous-préfet de Narena. Ce jour, j'ai eu satisfaction. Nous avons été dédommagés.
Le gouverneur de région n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux forces de sécurité pour qu'elles redoublent de vigilance afin que les sociétés minières puissent travailler dans la quiétude. Alors, nous leur avons prodigué des conseils, nous leur avons demandé d'être regardants, d'être vigilants et d'avoir le flair du bon soldat. Cela veut dire quoi? Lorsque une société veut entreprendre des activités qui s'apparentent en tout cas à une violation des textes, vraiment stopper la machine, demander des instructions ou des informations complémentaires avec la hiérarchie. Le gouverneur Sanogo a aussi rappelé que le cahier de charge doit être le tableau de bord pour les sociétés minières. Cette autre avancée, ou dirais-je, ce renouveau de l'administration des collectivités. Entendez par là le processus de digitalisation des moyens de paiement lancé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont dans l'opérationnalisation du processus. Il s'agit par exemple des mairies. Pour nos édiles, la digitalisation va entre autres améliorer le recouvrement des taxes et des impôts et aussi optimiser le travail des services de recettes des mairies. Au dire de Seydou Traoré et de Yacouba Koné qui ont fait le tour dans certaines mairies de la capitale, l'initiative présidentielle est déjà en marche, suivant leur reportage. Pour les mairies du district de Bamako, finit bientôt le paiement des frais d'actes d'état civil et des taxes en mode main à main. Le projet de modernisation de l'administration publique va mettre à la disposition des équipes communales et aux citoyens un processus de paiement en mode digitalisé. Un changement important pour faire face à la mobilisation des ressources. Ce système va nous permettre de relever considérablement ce défi-là. En termes de temps, le temps de travail va être réduit considérablement. Et en termes de recettes aussi, ça va vraiment booster nos recettes parce qu'il y a beaucoup d'évasion de recettes compte tenu du fait que le système n'est pas maîtrisé. Donc quand on est dans un système qui n'est pas maîtrisé, il va de soi qu'il y ait des répercussions sur les recettes, sur le temps de travail. Cette digitalisation est une innovation, une modernisation vraiment qui permet même de faciliter l'accès des documents d'état civil vraiment aux usagers. Je crois qu'avec la digitalisation, peut-être ça va être, le paiement va être fait par système électronique, alors que le système actuel, c'est de gré à gré, je peux dire comme ça, parce que l'usager se présente à nous, il paye, bon, l'agent récupère l'argent. Avant cette mesure, certaines collectivités s'étaient déjà positionnées en amorçant la digitalisation. En décembre 2017 déjà, nous avions lancé la digitalisation de la gestion même de la mairie à Sabaliboukou. Et nous avions engagé des sociétés, Smartech et MTA. Pour lancer, on avait déjà amorcé les recouvrements auprès des citoyens. Mais on a été buté à des problèmes, de sérieux problèmes. Parce que on nous dit que la digitalisation est différente de la monétisation. De l'amélioration du système de gouvernance à la rapidité de l'offre de services publics, la modernisation de l'administration offre plus de sécurité et de fiabilité aux administrateurs et aux usagers. Ce projet innovant entrepris par les plus hautes autorités du Mali vise à rendre l'administration plus performante. L'impact est considérable. D'abord la traçabilité alors du recouvrement. Ensuite, ça évite et protège les agents de recouvrement. Ils sont à l'abri. En attendant une couverture nationale, les mairies de Bamako expérimentent déjà la modernisation de l'administration avec la digitalisation des moyens de paiement pour les actes d'état civil, les taxes et les impôts. Et sur un tout autre plan, je vous propose à présent d'écouter Yacouba Massama Keïta, président de l'Ordre des notaires du Mali, à l'issue des travaux des premiers états généraux de l'Ordre des notaires du Mali. Il faut savoir que durant 2 jours, les notaires du Mali ont passé en revue les sujets relatifs à l'exercice de la profession de notaire au Mali. Les participants ont aussi examiné la question de la prestation du notaire et formulé plusieurs recommandations. Yacouba Massama Keïta est au micro de Mamadou Fani.
L'objectif recherché, c'est de voir ensemble quels sont les problèmes de la corporation, d'où est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on nous reproche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire davantage le Mali et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la justice. C'est ça l'objet des États généraux, se remettre en cause pour avancer. C'est la continuité. Et les États généraux ont abouti à beaucoup de recommandations que nous allons essayer de mettre en œuvre. D'abord, on va les soumettre au ministre de la Justice et on va essayer de les mettre en œuvre. Notamment, on va essayer de revoir le tarif du notaire. On va revoir la relative d'autres choses et puis voilà, essayer d'améliorer aussi nos rapports avec d'autres professions du secteur de la justice. Tous les notaires ont participé, à part quelques-uns qui sont en voyage. Tout le monde était là, vieux, jeunes, tout le monde s'est impliqué pour la réussite de ces États généraux et les participants sont très contents des résultats. Et tout en image, la Cour suprême de Bamako a abrité la cérémonie solennelle de prestation de serment du directeur général adjoint de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis confisqués par la justice, les inspecteurs en chef de l'éducation nationale ainsi que les inspecteurs de la jeunesse du ministère en charge des sports. Après avoir prêté serment, ils ont été renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la séance. Cérémonie solennelle de prestation de serment à la Cour suprême de Bamako. Voilà. Les inspecteurs de la jeunesse du ministère en charge des sports. Direction Busan, en Corée du Sud, où s'ouvre demain, dimanche, le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. Les jeunes du monde et les leaders politiques d'opinion vont se pencher sur la problématique suivante. La jeunesse, changement de mentalité, comment aider les jeunes à être des leaders bien éclairés de demain. Des discussions jailliront des réponses. En tous les cas, c'est le principal objectif de cette rencontre mondiale. Notre ministre de la jeunesse, Abdul Kassim Fomba, et sa délégation sont déjà sur place. Nos envoyés spéciaux aussi, avec Abdul Karim Kabaï Sambou Diakité, voyons ensemble les enjeux de ce Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. C'est un rendez-vous mondial auquel les ministres en charge des questions de jeunesse et d'éducation d'une vingtaine de pays se retrouvent. Busan, la grande ville de Corée du Sud, ouvre ainsi ses portes à la jeunesse pour une semaine. Cette rencontre de haut niveau abordera des sujets cruciaux pour la jeunesse, tels que l'entrepreneuriat, la formation professionnelle ou encore l'intégration sociale des jeunes. C'est pour que nous puissions bien échanger ensemble, c'est par rapport au problème de la jeunesse, pour que nous puissions trouver une solution ensemble aussi. C'est pour cela que nous avons organisé un forum mondial des ministres de la jeunesse, de l'éducation en Corée du Sud aussi. Pendant une semaine, tous les ministres qui vont visiter en Corée du Sud. Et puis en même temps, nous avons organisé c'est un camp de la jeunesse avec 3000 étudiants. Avec ces étudiants, tous les ministres vont discuter ensemble, c'est par rapport aux problèmes aussi. Et puis on va voir comment développer ensemble et puis comment solutionner ensemble. Et puis en même temps, les ministres ils vont visiter l'intérieur de Corée du Sud et puis ils vont visiter l'usine de Hyundai et puis beaucoup de sociétés et puis beaucoup de l'école. C'est pour qu'ils puissent voir comment la Corée s'est développée aussi. La voix du Mali est portée par le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Le ministre Fomba sera à la tribune non seulement pour expliquer la démarche enclenchée par les autorités de la transition en faveur de la jeunesse, une jeunesse qui constitue aujourd'hui l'un des piliers du chef de l'État pour la réussite de la transition. La participation du Mali devra donc permettre de mieux impulser l'action de constitution citoyenne et de promouvoir le plein épanouissement des jeunes. Notre président Assimi Goïta, vraiment, il a un grand projet, un changement de la mentalité aussi. Moi, ce que je vois, parce que l'objectif que nous avons, et puis ce que notre président Assimi Goïta a,
c'est la même chose. Outre Abdelkassim Ibrahim Fomba, plus de 30 ministres de 40 pays du monde et avec la participation de plus de 40 000 délégués sont entendus à ce deuxième forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. Pour rappel, le Forum mondial des ministres de la jeunesse est une initiative de l'International Young Fellowship dont la 12e édition se tient du 21 au 28 juillet prochain. Allez, et si on découvrait ensemble ce pays de l'Asie de l'Est qui est à la pointe des technologies? Peut-être c'est que vous connaissez déjà de la Corée, c'est sa musique avec les groupes de K-pop ou encore le célèbre tube de Gangnam Style de SPI. Vous avez aussi la subtilité de sa cuisine ou encore sa filmographie. Bref, un pays à voir. Nous commençons le voyage ce soir avec nos envoyés spéciaux Abdulkarim Kaba et Sambou Djakiti. Pays d'Asie de l'Est, la Corée du Sud occupe la moitié sud de la péninsule coréenne. Elle partage l'une des frontières les plus militarisées du monde avec la Corée du Nord. Elle a comme capitale Séoul. La Corée du Sud compte environ 52,2 millions d'habitants, dont environ la moitié vit dans la capitale Séoul, qui constitue la 4e aire métropolitaine la plus peuplée au monde. Après la domination japonaise, la guerre entre les deux Corées qui a fait environ 3 millions de morts, la Corée du Sud amorce son développement au début des années 1960. À cette époque-là, la Corée du Sud a commencé à se relever en enregistrant la croissance économique la plus rapide au monde. Malgré le manque de ressources naturelles, l'État s'est rapidement développé pour devenir l'un des 4 dragons asiatiques basés sur la mondialisation du commerce international et de l'économie. La Corée, c'est pour vous, c'est le symbole des jeunes européens parce que c'est grâce à Hallyu, il adore la Corée. Tous les Coréens étaient dans la souffrance, mais en ce moment, un président qui est venu pour les réveiller, pour que nous puissions travailler, nous puissions marcher. D'abord, avant de travailler, il est venu en Corée pour réveiller la mentalité négative de la Corée aussi. Après ça, lorsqu'ils ont l'espoir, et puis la joie, et puis la promesse, et puis une mentalité de positive, depuis ce moment, ils commencent à travailler ensemble. Aujourd'hui, les Sud-Coréens bénéficient de l'une des vitesses de connexion Internet les plus rapides au monde et des réseaux ferroviaires à grande vitesse parmi les plus denses. L'État est le 9e exportateur et le 9e importateur mondial. C'est la ressource humaine. C'est la Corée, on n'a pas vraiment les matériaux qui sont nécessaires, mais la ressource humaine, la tête coréenne, c'est très important pour développer ce pays. Il y a eu beaucoup d'événements, d'histoires que la Corée a traversées, c'est vrai. Mais après tout ça, la génération de nos parents, ils ont travaillé très très dur aussi également. Et on a quand même cette culture en fait, une sorte de mélange de cultures occidentaux, mais aussi qu'on a gardé justement notre propre culture aussi. Ce qui fait que je pense qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de succès auprès des pays étrangers. Au XXIe siècle, la Corée du Sud est réputée pour sa culture populaire influente à l'échelle mondiale, en particulier dans la musique, les séries télévisées et le cinéma. Considérée il y a environ 50 ans comme pauvre, la Corée du Sud est de nos jours membre du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, cela grâce au travail, à l'éducation et surtout au changement de mentalité amorcé par les autorités du pays. Ici, nous sommes au temple de passage du roi coréen. Lors de ces différents passages dans les différentes régions du pays, il recevait les visiteurs ici pour échanger sur l'administration du pays. Les responsables coréens ont mis l'accent sur le changement de mentalité, l'investissement humain pour un développement harmonieux dans la paix et dans la cohésion sociale. Merci pour toutes ces découvertes. Rappelons que c'est demain dimanche que s'ouvre donc le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation en Corée du Sud. Ici au Mali, on bouge et on fait bouger les choses également. Le projet Activons-nous va faire la promotion des droits des personnes vulnérables et la prévention des violences basées sur le genre. Pour cela, plus de 700 millions de francs CFA seront investis pendant les 30 prochains mois dans sa mise en œuvre. Dans une commune du district de Bamako, une dizaine de communes des régions de Kulukoro et de Sikasso. Batraoré pour le compte-rendu.
Après des études de terrain, l'ONG Projet Tomodo révèle que la crise multisectorielle que le Mali connaît depuis plus d'une décennie a enregistré des cas de violation des droits humains, surtout envers les couches vulnérables. C'est pour apporter une réponse à ces effets néfastes de la crise que l'ONG Projet Tomodo et ses partenaires lancent le projet Activons-nous. Le projet Activons-nous, c'est un projet de promotion et de prévention des droits des couches les plus vulnérables et de réduction des violences basées sur le genre au Mali. Nous aurons des activités de formation, nous aurons des activités de théâtre de masse, notamment la sensibilisation de l'ensemble des groupes cibles. Nous aurons également des cadres d'échange. Nous aurons à mettre en place des forums. Le projet Activons-nous sera exécuté pendant 30 mois sur le financement de l'Union européenne pour plus de 700 millions de francs CFA. Nous visons à renforcer la justice sociale, l'équité des genres, la redevabilité et le respect des libertés fondamentales pour tous, sans distinction. Je vous invite donc à participer activement à la mise en œuvre du présent projet, à apporter vos appuis techniques, à proposer des solutions concrètes aux éventuelles difficultés. Je ne doute point que chaque fois qu'elles seront sollicitées, toutes les parties prenantes seront disponibles pour mener à bien ce projet. Le projet Activons-nous couvre 12 communes implantées dans les régions de Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. D'un lancement à un autre, suivant celui du projet Soutien aux activités de vaccination, mis en œuvre par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sur une période de 12 mois, le projet est un financement Gavi, l'Alliance mondiale des vaccins, à hauteur de 800 millions de francs CFA pour la couverture de 6 régions du pays. Sorana Kamisoko. Un nouveau projet pour accompagner le département de la santé en matière de couverture vaccinale dans 6 régions du Mali. Il s'agit bien de certaines zones à faible couverture vaccinale qui sont les régions de Kaï, Sigasso, Ségou, Gao, Tombouctou et Kidal. Ce projet intitulé Soutien aux activités de vaccination est un projet innovant devant toucher tous les enfants non vaccinés et sous-vaccinés et les personnes vulnérables à la COVID-19. Ce projet viendra certainement contribuer à combler les défis en ce qui concerne la vaccination. Et pour cela, plus de 400 volontaires ont déjà été formés par la Croix-Rouge malienne pour faire la sensibilisation et l'identification de ces enfants-là. Et les zones où la Croix-Rouge malienne est appelée à intervenir, notamment des zones comme Kidal, Tinesako et autres, sont des zones à accès extrêmement difficile. Mais c'est un défi que la Croix-Rouge malienne va relever avec l'appui de tous ses partenaires. Le projet Soutien aux activités de vaccination est financé par Gavi, l'Alliance mondiale des vaccins, à hauteur de 800 millions de francs CFA pour une période de 12 mois. Sa mise en œuvre est assurée par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le cadre de ce projet, les volontaires de la Croix-Rouge feront du porte-à-porte dans les communautés, sensibilisant les mères et les pères à la vaccination. Ce projet que nous nous apprêtons à lancer est le fruit d'un partenariat fécond entre le gouvernement du Mali, de la République du Mali, Gavi, et la Croix-Rouge malienne. Ce projet constitue un appui à l'accès durable de la population aux services de santé de la mère et de l'enfant, notamment en matière de couverture vaccinale. C'est fait, le contenu du rapport annuel de 2023 du Comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises est expliqué aux composantes nationales de la refondation socio-professionnelle de la région de Kita. C'est à la faveur d'un atelier de restitution, nous dit Mamadi Alioubari. Cette restitution a pour objectif d'informer la population de la localité de Kita de l'essentiel des recommandations et recueillir ces suggestions pour une adhésion totale. Les recommandations pour lesquelles le gouvernement s'est engagé et qui ont été exécutées, celles qui sont en cours d'exécution, celles qui sont en attente,
mais aussi les recommandations qui ont été faites de façon anticipée. Comment les choses se présentent réellement, comment les populations ont perçu cela, pour qu'on puisse faire un retour sur les actes posés dans le sens de les améliorer. Vous savez que ces assises-là ont été des moments très forts d'introspection de notre pays qui se sont déroulés d'octobre en décembre 2021. Et de ces assises sont sorties beaucoup de recommandations fortes et pertinentes. Pour que ces assises ne soient pas un forum de plus, il a été demandé de mettre en place un outil de veille qu'est aujourd'hui le CNCR ANR. La rencontre a permis au comité d'expliquer aux participants venus des 33 communes les acquis réalisés en 2023 et ce qui reste à faire pour les années à venir. Ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à tout ce qui a été fait pendant l'année écoulée. Les participants ont demandé plus d'engagement pour atteindre les résultats aux hauteur des souhaits. La remise des copies du rapport annuel de 2023 aux représentants du gouverneur a mis fin à la cérémonie. Nous allons commencer notre page AES par ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand-maître des ordres nationaux, le général de brigade Abdourahmane Tiani a signé 2 décrets relevant à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Niger. À titre exceptionnel, les personnalités dont les noms suivent. Son Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso. Ces 2 distinctions sont délivrées en reconnaissance de l'engagement ferme et inébranlable de ces 2 personnalités en faveur de la souveraineté et de la solidarité de nos États regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs, ainsi que de l'épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs. Fait à Niamey le 19 juillet 2024, le secrétaire général du gouvernement. Allons à la rencontre de la forte communauté nigérienne, mais aussi burkinabé, qui sont installés dans la cité des Askia depuis plusieurs décennies. À Gao, où elles vivent dans la cohésion et l'attente avec leurs frères du Mali, elles mènent plusieurs activités génératrices de revenus. Dans ce reportage signé Alou Idrissa Maïga, nos frères nigériens et burkinabés apprécient la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Les communautés Zarma et Hausa du Niger vivent nombreux dans la cité des Askia. Si certains viennent de s'installer, d'autres vivent ici depuis plusieurs années. C'est le cas de Adamou Hamma, maître relieur communément appelé Zarma. Il exerce ce métier depuis plus de 20 ans à Gao. J'ai décidé de quitter Niamey pour Gao et depuis 25 ans j'exerce ce métier ici. Et les gens me connaissent à travers ce métier ici. Ça marche très bien. Parfaite intégration. Depuis 25 ans, parfaite harmonie avec les locaux de la cité des Askia. Nous sommes en très bon terme et ça marche très bien. Pas de problème. Awa Traoré est burkinabé. Elle vend des habits au marché de Gao. Elle n'a pas eu de problème à s'intégrer car selon elle, les habitants de Gao sont très accueillants. Je suis venue à Gao grâce à ma maman. Elle a toujours bien parlé de Gao. Et moi-même, depuis que je suis venue ici, je fais mon commerce sans problème. Je gagne bien ma vie aussi. De la vente de fruits de tout genre, en passant par la vente de viande grillée, du couscous au lait, des tissus pour hommes et femmes. Bref, les Nigériens et Burkinabés vivant à Gao mènent plusieurs activités génératrices de revenus. Ici à Gao, je vends des oranges, de la banane, des ananas et des noix de coco.
Toutes mes marchandises viennent de Niamey. Parfois aussi, si ceux qui sont au Niger ont besoin des choses ici, ils lancent la commande, j'envoie. Je suis malien aujourd'hui car j'ai grandi à Gao. Moi, je suis burkinabé. Je suis de Bobo Dioulasso. Je suis venu chercher l'argent à Gao. Ici, c'est ma place. Je vends des valises, des chaussures et des berceaux pour enfants. Je suis au marché de Gao. Ça vaut 6 ans maintenant. Les gens de Gao et nous sommes devenus des membres de la même famille. Burkina Faso ya, Pour les ressortissants du Niger et ceux du pays des hommes intègres basés au Mali, la création de la Confédération des États du Sahel est une initiative à saluer. Là, nous croyons fermement à ça. Mais seulement, nous sommes trop pressés d'obtenir des résultats en 48 heures. Ce n'est pas possible. Nous attendons. Nous faisons des efforts, nous sommes patients, nous persévérons, nous allons en avant. L'intégration, cette intégration a toujours duré. Burkina, Niger, Mali, Niger, Burkina, Niger, Mali. Mais écoutez, l'intégration était née avant même le mot intégration. Pour moi, la création de l'AES est une bonne idée. Parce que s'il y a la sécurité, les peuples de ces 3 pays peuvent vivre sans difficulté. Pour arriver à cela, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir nos dirigeants. Pour les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens qui partagent déjà les mêmes cultures et réalités depuis des décennies, la création de la Confédération des États du Sahel vient simplement amplifier ce qui existe naturellement. Jeunesse sahélienne, unissons-nous pour sauver le Sahel. Voilà la beauté de l'AES, rencontre entre les membres du bureau du Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso ce samedi 20 juillet 2024 à Ouagadougou. L'intégration et l'insertion socio-professionnelle de ces membres au Burkina Faso au menu des échanges. L'Assemblée s'est aussi prononcée sur la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Suleiman Sanou et Windjam Achille Kaboré, reportage. Le bureau du Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso passe en revue la vie de la fêtière. L'entraide entre Maliens, la collaboration avec les autorités du Burkina et permettre la cohésion des Maliens installés ici sont entre autres les objectifs de ce Haut Conseil. On retrouve ces membres dans plusieurs domaines d'activité, signe de leur insertion socio-professionnelle au Burkina Faso. Lorsque vous êtes là, vous travaillez en bonne intelligence avec le peuple burkinabé, vous ne vous sentez pas isolé. Vous êtes en terre africaine vraiment intégré. Il y a plein de gens, si on ne vous dit pas qu'on est malien ou bien on est autre, vous ne pouvez pas savoir. Et si vous menez des activités saines, il n'y a aucun problème avec la population burkinabé et ni avec les autorités. L'avènement de l'Alliance des États du Sahel, AES, est salué par cette communauté. Pour elle, c'est la réponse adéquate aux préoccupations des 3 États. Déjà, on se sentait abandonné par nos anciens amis, bon, si on peut les dire entre griffes, la CEDEAO, parce qu'il y a eu des sanctions qui n'étaient pas prévues par les textes et qui ont fait beaucoup de mal aux différentes populations. Donc, la nature a horreur du vide. Donc, si on vous barre une route, et regardez à gauche ou à droite pour voir s'il n'y a pas une autre issue. Une vision commune et agir ensemble pour réaliser cette vision. C'est la meilleure voie pour atteindre le bien-être social, selon le Haut Conseil des Maliens du Burkina. L'Alliance des États du Sahel, c'est un projet salutaire. Si vraiment les différents présidents se donnent la main pour avancer dans la même direction, et parce que déjà ils sont suivis par les peuples. Lorsqu'on est dans une union, il faut savoir ce qui est mieux pour le groupe et avancer dans ce sens. Pour lui, cette jeune confédération des 3 États, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina, séduit déjà. Il pense que certains vont frapper à la porte. Il y a des indécis, il y a des observateurs. Et les indécis, ils attendent l'occasion pour sauter là-dessus. Ils peuvent se dire qu'on va essayer de regarder, voir si la chose, la mayonnaise va prendre. Et vous pouvez dire, si la mayonnaise prend, il y en a qui vont taper à la porte.
Mais j'espère que ce sera le cas. En attendant, le Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso, conduit par Abdoulaye Farka Maïga, appelle ses membres à se mobiliser pour l'atteinte de leurs objectifs. Toujours au Burkina Faso, je vous invite à suivre la confession de Amadou Sondé, ancien combattant pour les forces de la terreur. Aujourd'hui repenti, les terroristes et les convertis demandent pardon au peuple burkinabé. Ils prônent la paix et la sécurité. C'est au micro de Bienvenue Taonsa. Amadou Sondé, 17 ans, sorti des ténèbres il y a 2 mois. Guetteur terroriste, il est interpellé sur l'axe Sebadori par un convoi de ravitaillement alors qu'il était en mission d'observation. C'était le 11 mai dernier. Dans le groupe, je jouais le rôle de guetteur. Ce jour-là, mon chef m'a envoyé d'aller observer les mouvements des FDS et de les tenir informés. C'est dans cette opération que les FDS m'ont capturé. Amadou, on peut le dire, est un miraculé. Il aurait pu périr si l'opération se déroulait autrement. Et comme il fallait s'y attendre, son recrutement a suivi un procédé désormais dévoilé au grand jour. Ce qui m'a poussé à rejoindre les rangs des terroristes, c'est qu'ils m'ont promis une moto, de l'argent, plus une femme. Mais à ma grande surprise, aucun des engagements n'a été respecté par ces gens-là. Dorénavant, ce garçon sait combien la facilité peut coûter cher. Il se range du côté de la raison. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis dans de bonnes mains. Je suis en vie. Au début, j'ai cru que les FDS allaient me tuer. Au contraire, je suis bien entretenu ici. Je leur dis merci et je prie Dieu que le terrorisme prenne fin au Burkina Faso un jour. Leur affaire là, c'est du mensonge. Ils flattent des gens amenés en brousse seulement. La vie de Amadou a changé. Son défi, démontrer qu'il est un Burkinabé nouveau, prêt à se sacrifier pour le bonheur de sa patrie. La santé des populations de l'espace AES est une des principales priorités des dirigeants de la Confédération. Au Niger, l'État vient d'acquérir sur fonds propres un scanner de radiothérapie pour le Centre national de lutte contre le cancer. Le reportage de Abdul Karim Barmou et Askou Djibrila. Cette visite du ministre en charge de la santé publique qu'accompagne la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique Hania au Centre national de lutte contre le cancer revêt un caractère particulier. Particulier dans le sens où la machine tant attendue est enfin là. La machine LINAC et son scanner CT-SIM pour la radiothérapie. Et c'est dans l'optique de voir l'état d'avancement de l'installation de ce matériel que le colonel-major Garba Hakimi s'est rendu au dit centre. La machine de radiothérapie, c'est une machine très importante dans le cadre du traitement du cancer. Vous savez, le traitement du cancer repose sur un certain nombre de piliers, dont les plus importants sont au nombre de 3. C'est la chirurgie, c'est la radiothérapie et la chimiothérapie. Et le manque de cette machine radiothérapie-là fait qu'on était obligé de procéder aux évacuations de tous nos malades qui souffrent du problème de cancer vers l'extérieur. Parce que nous ne pouvons faire que la chirurgie et la chimio. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce au soutien des autorités, au rang desquelles le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, ainsi que l'ensemble du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen, on a pu acquérir cette machine. Bien sûr, je n'oublie pas la contribution de tous nos compatriotes qui se sont investis pour que vraiment ça soit une réalité. L'objectif, c'est d'informer le peuple nigérien que cette machine qui est attendue depuis plusieurs années est finalement arrivée. Donc on n'a plus besoin d'évacuer quelqu'un vers l'extérieur pour la radiothérapie dans le cadre du traitement du cancer. À noter qu'un projet de technique de traitement des cancers gynécologiques appelé cryothérapie est en cours, ce qui classera le Niger parmi les pays disposant d'un package complet de prise en charge des patients souffrant de cancer par radiothérapie.
La création de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet dernier à Niamey continue de susciter l'enthousiasme des populations de l'espace à l'occasion d'une visite officielle gouvernementale du Niger à Tripoli. Des ressortissants de l'AES basés en Libye ont réaffirmé leur soutien à la Confédération des États du Sahel. Je vous propose de suivre leur porte-parole au micro de Gérald Abdul Aziz et Suleiman Sani. L'AES, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'accueil que le peuple du Niger a réservé au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, au colonel Assimi Goïta du Mali. C'était un gong qui a sonné, qui a fait trembler le monde. Ce n'est pas seulement ni la CEDEAO, ni l'Afrique. Parce que c'était un message très fort de la géopolitique internationale. Et nous, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible. Nous sommes avec vous, nous sommes là, c'est pour défendre les idéaux, la vision, le projet que nos trois chefs d'État ont entamé, que vous accompagnez, nous sommes aussi derrière vous. Ne retournez pas les dos pour voir, parce que c'est déjà assuré. Continuez, on est avec vous. Que Dieu sauve l'AES, que Dieu sauve nos dirigeants qui sont là, que Dieu bénisse les pays de l'AES. Nous sommes des Sahéliens. Moi, je ne suis plus Nigérien, je ne suis plus Malien, je ne suis plus Burkinabé, je suis Sahélien. Voilà, il est sahélien et un autre sahélien vient de me retrouver sur ce plateau. Très heureuse de vous retrouver, Koji Sibi. Bonsoir. Bonsoir, Nyanya Aliou, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau du 20h. Alors, on va parler de basket, d'athlétisme et des Jeux Olympiques. Tout ça après le générique. Voilà, peut-être c'est nouveau, ce générique, Koji Sibi. Donc, nous allons commencer avec le basketball. L'actualité est dominée donc par le Caridas du championnat national de première division. La troisième et dernière journée est en cours. Une journée marquée par des rebondissements, Koji Sibi. Oui, Nyanya Aliou, des rebondissements qui ont eu lieu surtout lors des rencontres des dames. Eh bien, le Djoliba Athletic Club, défait en journée inaugurale par la AS Real, s'est remis en selle avec une large victoire. Une large victoire, donc, alors, on va voir les images plutôt du basket que du football que nous allons retrouver tout à l'heure. Ça, c'est plutôt les images du... Voilà, on va retrouver les images du basketball avec voilà, la complicité de l'autre côté. Je disais donc que voilà, c'est bien là. Ces rebondissements donc ont eu lieu lors des rencontres des dames et le Djoliba Athletic Club, défait en journée inaugurale par l'AS Real, s'est remis en selle avec une large victoire cet après-midi, 92-73 aux dépens du stade malien de Bamako. Ce succès propulse les rouges du président Mohamed Sako en play-off et malgré la défaite, le stade malien de Bamako, vainqueur de son premier match face à l'AS Real, est aussi qualifié pour les playoffs. Les playoffs dames donc promettent belle avec le choc Djoliba Athletic Club Stade malien de Bamako et du coup la deuxième rencontre AS Real Uspas devenait juste une formalité. Ce sont les Uspasiennes qui donc se sont imposées 79-66. Les deux équipes sont éliminées. Au niveau des hommes, le Stade malien de Bamako a battu Atar Club de Kidal 87-77. Le Stade malien de Bamako est qualifié pour les playoffs et le deuxième ticket reviendra au vainqueur du match AS Police Uspas qui se joue présentement dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Alors, on continue, Koji. Les Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Espoirs ont bouclé leur préparation en vue du tournoi de football. Ah oui, les Aigles Olympiques ont joué donc une dernière rencontre amicale gagnée 3-0 contre Bobigny 93, un club français de 4e division. Eh bien, au dire du sélectionneur Alou Badra Diallo du Conti, que vous avez aperçu tout à l'heure sur les images, eh bien, notre équipe nationale U23 a bien profité de cette phase de préparation pour procéder à beaucoup de réglages. Les Aigles Olympiques débutent le tournoi, le football,
Ce sera le 24 juillet au Parc des Princes contre Israël. Les autres adversaires du Mali sont dans la poule D, le Paraguay et puis le Japon. Voilà les images d'entraînement de ces aigles espoirs que nous allons retrouver le 24 juillet contre Israël. Donc la communauté malienne de Paris, de la France, est invitée, n'est-ce pas, à faire le déplacement, voilà, donner la voix, pour supporter nos aigles juniors. Alors nous allons continuer avec quoi, Kodjissibi? On va terminer avec justement de l'athlétisme, avec les championnats nationaux. Les épreuves ont débuté cet après-midi, c'est au stade de Babemba Traoré de Sikasso. Déjà, on connaît les champions dans certaines épreuves. Les 800 mètres femmes ont été remportés par Awadjara, du réveil athlétique de Kati, et les 400 mètres hommes par Sinali Koulibaly de l'AS Police. Le champion 2024 des 1500 mètres hommes est Abdulka Mariko de l'Espace. Les compétitions prennent fin ce dimanche avec d'autres finales. Voilà, vous apercevez justement ces champions qui reçoivent leurs médailles d'or. Beaucoup de joie donc. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de révélations à l'issue de ces championnats nationaux d'athlétisme qui se déroulent présentement à Sikasso, au stade de Babemba Traoré. Et voilà, demain il y aura d'autres finales. Et nous allons donc revenir dans l'émission Score de ce lundi sur ce championnat national d'athlétisme qui s'est déroulé à Sikasso, notamment au stade Babemba Traoré. Merci beaucoup, Kodjissibi. Donc on se donne rendez-vous demain, même heure, même plateau? Demain, même heure, même plateau. Merci, Kodjissibi. La suite de cette édition, un mot de culture. Sachez que la cérémonie de passation de témoins de la Biennale artistique et culturelle se tiendra le dimanche 4 août 2024 sur la place de l'Indépendance à Tombouctou. L'annonce a été faite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. C'était au cours d'une rencontre avec les autorités et les ressortissants de la région de Tombouctou. Ibrahim Kaoukonati. Nous sommes ici ce soir pour vous annoncer que la cérémonie de passation des témoins de la Biennale artistique et culturelle aura lieu à Tombouctou le 4 août 2024. Pour annoncer la bonne nouvelle, le ministre Andogouli Guindo a préféré donner la primaire de l'information aux ressortissants de la région de Tombouctou, la région hôte de la Biennale artistique et culturelle de notre pays. La cérémonie de passation des témoins vise à mobiliser et à sensibiliser les populations sur ce projet de développement. La Biennale artistique et culturelle est la plus grande et la plus importante manifestation artistique et culturelle organisée par l'État. Son organisation traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays, notamment du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de faire de la culture le ferment et le ciment de la paix. Pour la région de Tombouctou, c'est une opportunité de développement, une opportunité de réconciliation, une opportunité de cohésion, une opportunité de renforcement du vivre ensemble. L'annonce de cette grande manifestation culturelle marque le début des préparatifs de l'édition 2024. Qu'il me soit donc permis de remercier les autorités de la transition et à leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour la confiance placée en notre région, pour abriter un événement d'une portée aussi grande. Je lance un appel solennel à tous les ressortissants de la région de Tombouctou, ceux qui sont ici à Bamako et ceux qui sont sur place là-bas, à partir du 4 août, que chacun de nous se donne la main, attacher la ceinture pour la réussite de cette biennale. Les autorités de la transition ont eu confiance à la région, donc nous aussi on doit être confiants pour se donner la main et répondre aux attentes des autorités, du président de la transition jusqu'au gouvernement. La mascotte de la Biennale artistique et culturelle quitte Mopti le 3 août pour arriver dans la cité des 333 saints le 4 août 2024.
Le maître estimé de la Kora a regagné sa dernière demeure aujourd'hui, samedi 20 juillet. Notre regretté Toumani Diabaté a été accompagné par une foule nombreuse, très affectée par cette brusque disparition. Ce soir, avec nos différents reporters, nous allons faire le tour de son riche parcours musical et ses collaborations. Oui, Toumani Diabaté, ce sont 54 ans de musique que d'eau a coulé depuis. Sori Ibrahim Keïta revient sur les grandes séquences de sa carrière musicale. Talentueux comme Toumani. « 52 ans de musique, du jazz au blues en passant par folk music ou musique country, tout y passe. Celui dont l'ancêtre Djeli Magan Diabaté a reçu la Kora originelle des génies dans une grotte du Mandin, des temps immémoriaux à en croire la légende de cet instrument magique. Ce descendant conservateur moderne de Djeli s'est révélé plus que le maestro de la Kora. C'était lui-même la Kora. Pour arriver au sommet de son art, le fils de Sidiki et de Nene Satourou Kouaïta a dû d'abord se tremper dans la mare d'initiation du clan via son propre père. De ce bain révélateur sort un Toumani Diabaté moulé tel que souhaité par un père échaudé. 1988 avec Kaira, Bonjour, le tout premier album solo de Kora du monde intitulé Jarabi. Il revient avec sa famille un an plus tard et voilà son Goy 1. Il s'essaie à un trio avec Keletigi Diabaté et Basekou Kouyaté pour développer autrement le concept de la musique mandingue, toujours naturelle mais encore mieux élaborée. Nous sommes en 1993. Un trio en appelle un autre. Toumani Salif Keïta, Suleiman Doumbia. Un duo infernal en 1999. Toumani Balaké Sissoko pour les nouvelles cordes anciennes. « 2016, Londres. L'artiste rencontre un producteur, Mario Pachogo, qu'il s'appelle. La rencontre londonienne donne naissance à un disque mondial de musique anglo-africano-espagnole. Et voilà Songo 2, un véritable disque et livre à la fois. Toumani Taj Mahal, le mariage produit Koulandjan, enregistré aux États-Unis pour rendre hommage aux esclaves. Le président Obama en fait un album de chevet. Afel Bokoum s'y invite, comme d'autres grands de la musique mondiale. Kassemadi Diabaté, Mangala Kamara, Youssou N'Dour et bien d'autres passeront par là avec son lot symétrique orchestra, ayant eu la participation de 52 musiciens de différentes nations. Avec l'inimitable Ali Farga Touré, il décroche 2 Grammy Awards, In the Earth of the Moon. Puis Kaladjoula, qui ont connu tous les deux un succès retentissant interplanétaire. Toumani a certes tiré sa révérence et comme écrivait un confrère à l'annonce de sa disparition, la Kora est désormais orpheline de son maître. De Bamako à Sydney,
Quelque chose s'est brisé en chaque mélomane. Cependant, demain, Sidiki et les siens pour assurer la relève, c'est le pire qu'on puisse souhaiter à cette famille bourrée de talent. Dors en paix, l'artiste. Bien que capable d'animer seul des spectacles par la magie de son instrument de prédilection, la kora, le maestro Toumani Diabaté a été de son vivant un grand partisan des collaborations musicales. Il a joué avec la quasi-totalité des grands musiciens du Mali et c'est cet aspect qui intéresse Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. Suivons ensemble. Avec ses 10 doigts sur les 21 cordes de la kora, Toumani Diabaté pouvait haranguer seul une salle pleine. Cependant, tout au long de sa carrière, il a été le symbole de la collaboration musicale. De featuring en featuring au Mali et ailleurs, le maestro a su faire de la kora un véritable support de la world music. Cela en se produisant sur les plus grandes scènes du monde en compagnie des plus grands noms comme Cheikh Tidiane Seck. J'ai eu le privilège et la chance de jouer avec Feu Sidiki Diabaté, son père. À l'époque, je crois que moi j'avais à peu près 23 ans et Toumani lui-même 10 ans, une dizaine d'années. Et je l'ai vu avec son père à ce moment-là. Sans de fait à effet, je savais qu'on allait un jour collaborer. Et cela n'a pas tardé. Depuis le plus jeune âge, nous sommes devenus complices et anti-Meyona. On a fait beaucoup de scènes ensemble. De ses compagnons dans Symétrique Orchestra comme Habib Kouaté, Bassikou Kouyaté, en passant par plusieurs autres musiciens, Toumani a joué avec presque tous les grands noms de la musique malienne. Mais la plus remarquable collaboration de Toumani fut à coup sûr celle avec Feu Ali Farka Touré, marquée par la prestigieuse distinction qu'est les Grammy Awards. Parmi ses amis et collaborateurs des premières heures, on peut citer le musicien et ingénieur de son Barou Diallo. Je ne sais même pas c'est quand est-ce que j'ai connu Toumani, c'est au tout jeune âge. On a fait l'enfance ensemble, lui à Toumé-Kourobougou, moi à Dar Salam. Après on a pris le même chemin qui est la musique. J'ai été longtemps son manager et son ingénieur de son sur beaucoup de tournées en Afrique ici. Et aussi, on a collaboré ensemble quand on faisait l'orchestre de Ali Farka Touré. On a fait des tournées les derniers instants de Ali, qui lui a tendu la main au dernier moment, quoi. Les multiples collaborations ainsi citées témoignent de la constance chez le griot musicien. Je travaille avec Toumani depuis 23 ans et il me payait régulièrement. De 2001 à nos jours, il n'a fait que 2 voyages en dehors du Mali sans moi. Comme disent les Bambara, Sambena Kakotongomiye, ce qui veut littéralement dire qu'après la pluie, c'est la rosée. Et ainsi, en tirant sa révérence, Toumani Diabaté passe naturellement les témoins à ses plus proches collaborateurs, ses fils. Je suis de la 72e génération. Mon père est de la 71e génération de père en fils.
Voyons à présent avec Moussa Papa Aïdara la cérémonie des obsèques de l'artiste Toumani Diabaté, accompagné aujourd'hui samedi 20 juillet à sa dernière demeure par ses camarades de scène. Le monde de la culture, une famille attristée. Les témoignages ne manquent pas pour qualifier la dimension mondiale de l'homme tant sur le plan musical que sur le plan social. Comme le son de Sakura, Toumani rassemble pour une dernière fois l'Afrique, mais cette fois-ci sans Sakura. Le ciel s'est assombri et décide aussi de lui rendre hommage. Voici Sidiki et ses frères en train de dire au revoir à leur défunt père. L'émotion est vive et dépasse les frontières. Visage tuméfié, le cœur meurtri, les langues se délient face à la disparition du maestro Toumani Diabaté. Son instrument de prédilection, la kora, est aussi orpheline et son silence du jour fait plus de bruit que les quelques 3000 concerts qu'elle a effectués avec celui qui l'a rendu célèbre. Bien plus qu'un virtuose de la kora, Toumani en lui seul était un pont entre nos traditions ancestrales et la modernité. Il a su joindre la modernité et le traditionnel sans oublier sa grande croyance foncière de l'islam. Le morceau fétiche de Sidiki qui commence toujours par Hamala est un de mes frères. La famille Diabaté et la famille Nyang se sont rencontrés depuis nos papas jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant qu'on va se rendre compte de tout ce que Toumani a apporté à la consolidation, au renforcement de notre tissu social, j'allais dire simplement notre tissu culturel. Il a fait briller le nom du Mali, le nom de l'Afrique au firmament de la musique mondiale. Aujourd'hui, il s'en est allé, il va retrouver ses maîtres pour leur dire que j'ai amélioré ce que vous m'avez légué pour le transmettre à vos petits-enfants et à vos enfants. On ne pouvait pas prendre la nouvelle et rester sans venir au nom du peuple de Guinée, au nom de tous les artistes guinéens, à mon nom propre, présenter nos condoléances les plus attristées au peuple malien. Toumani Diabaté, c'est celui-là qui a porté la voix du Mali aux 4 coins du monde, remportant 2 Grammy Awards et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Si la kora perd ainsi l'une de ses 21 cordes, ses camarades de scène disent perdre une bibliothèque, un fleuve intarissable. On va rester très longtemps sans avoir un remplaçant de Toumani. Vraiment, ça nous a fait mal, mais au fait, Dieu fait ce qu'il veut. Il avait absorbé beaucoup de tendances et il était ouvert dans la musique, tout en revendiquant plus tard son authenticité. C'est ce Toumani que l'humanité doit garder en mémoire. Karamogo barido fokata karamogo da dumina do ba kona amamifo donc na baloleno dongo do dobe bo a dogonu nga karamogo do kenema mogo be minu nga karamogo do adi nga karamogo do donc perti badido mais aladido. Il était en avance sur son temps. C'est un homme qui ne savait pas juger les autres. Mais nous souhaiterons que la relève soit assurée, car il a laissé de bons souvenirs. Les doigts de Toumani, c'est un diamant. C'est le Mali qui a perdu, c'est l'Afrique qui a perdu. Nene Toumani jera ko chama. Kabiri kita kuruni budafo. Katra se Gambia ma. Kana se Mali ma. Aywa, anjera ko chama bara chama na. Ne koni be min fo bi ala ka hinala. Avec kene blabé parce que ni tara ibeta pour toujours. Mais aka œuvre be, aka image be, aka folu chama be. Donc aya remplacé parce que a deumbe munu bébé foli ke alhamdulillah. Homme affable et surtout sociable, Toumani respirait la culture malienne, domptait la musique mandingue et laissait ses doigts habiles transporter les mélomanes. Il emporte certainement avec lui l'une des lettres du mot culture. Sa disparition est une immense perte pour la culture malienne, pour le peuple du Mali, pour les peuples africains et l'humanité tout entière. Toumani a beaucoup apporté au rayonnement de la culture malienne.
à travers sa musique, l'œuvre qu'il a accomplie, aussi bien que les lignes qu'il a tracées, de mon point de vue, ont une valeur d'exemple qui vont continuer à inspirer plusieurs générations. La figure emblématique de la musique africaine s'est harmonisée avec plusieurs musiciens étrangers, surtout avec comme vision de préparer la relève. Un flambeau que la jeune génération entend tenir très haut pour la mémoire de la légende. J'ai eu un père très fort. Il nous a enseigné la droiture, surtout. Et l'objectivité en toutes circonstances. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il nous a montré aujourd'hui et voilà, nous sert pleinement. Et c'est important que voilà, on montre aux yeux de tous que vraiment nous sommes fiers de ce père et qui a tout donné pour le Mali et qui a tout fait également pour sa famille. Bibina, ni musique mondiale ou labo, garami kon me mo mbulu koni. Alhamdulillah. Donc hal ni ma fait réunion ko febi. Ay barake jamana yi, ay barake awni parce que dimu awnu ay sira ira awna. Donc enfana ma jilaja Toumani et la scène musicale, une histoire de plus de 35 ans qui prend fin brusquement. L'artiste exceptionnel passe officiellement le témoin à la 72e génération. La Kora de Toumani se tait aujourd'hui, mais ses mélodies continueront de vibrer éternellement dans l'âme du Mali et du monde entier. Konoba jakono bira poli alale tunne konoba akono tunne konoba mani jabada ma saya folo ya alale tunne konoba akono tunne konoba ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah ya fala sanguitara khalkhal maatu wala hayata dunya ni mallono sogobada to ibe londo burato alikiyamai sunde konoba tumani jali bira o konoba. Hommage toujours à Toumani Diabaté, maître incontesté de la Kora sur l'ORTM. Ça sera dans l'émission 100% jeune avec Manken et ses invités. Comme vous le voyez déjà sur le plateau de 100% jeune, les invités sont Maïmouna Dambélé, Baba Siala, Beziwan, Magas le Boss. Ils vont rendre hommage ensemble à Toumani Diabaté. 100% jeune, c'est donc dans nos programmes. Et les informations météorologiques, ça sera également dans nos programmes avec Abdoulaye Keïta. Va-t-il continuer à pleuvoir sur Bamako? Il nous le dira. Et par ma voix, la direction générale de l'ORTM et tout le personnel présente leurs condoléances à la famille de Lulus disparu. C'est donc la fin de cette édition. Un grand merci à nos téléspectateurs de Dori, Agadez, Gao. C'est dans l'espace AES. Bonsoir à tous.